Hello! Aujourd'hui, on va parler des pieds. C'est le pied. Ah, des expressions, il y en a sur le pied. C'est peu de le dire. Alors, je me suis fait des petites fiches parce que je sens que je vais perdre le fil, sinon j'en ai tellement à vous dire que je saurais plus par quoi commencer si je tiens pas avec ça. Alors, pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Tout simplement parce que j'ai constaté que beaucoup de parents et beaucoup de professionnels aussi avaient pas conscience de l'importance de ces petits pieds-là, tout petits. Alors oui, c'est un faux, mais quand même, ils sont trop choux, non, ces petits pieds. Voilà, oui, j'ai mon fils qui me regarde en me disant « elle est folle ». Mais oui. Alors, j'ai fait, pour revenir en arrière, donc je suis Isabelle Boivin, et j'ai fait 2 ans de pédicurie podologie, et avant ça, j'étais déjà intéressée beaucoup par les pieds, puisque j'ai fait pas mal de danse classique, et j'adore, voilà, certains pieds. Ouais, j'aime bien. Il y en a qui détestent les pieds. Moi, j'aime bien. Mais au-delà de ça, il y a une importance dans ces pieds et je l'ai constaté en fait pendant mes 2 ans de pédicurie podologie. C'était un peu une découverte. Et par la suite, en m'intéressant à la psychomotricité, j'ai compris le lien entre la pédicurie podologie, la psychomotricité, l'éducation, enfin tout ça. Et ça a son importance, autant chez les petits que chez les adultes. Et vous allez voir pourquoi c'est important. Du coup, quand on est parent, d'en prendre soin, et quand on est professionnel, de savoir quelle est la fonction du pied dans le restant de la vie, parce que ça a un impact sur la totalité de notre vie, ce pied, ce petit pied. Donc je vais poser bébé parce qu'il est un petit peu lourd quand même. Voilà. Donc voilà, cet impact-là, moi je vais un petit peu vous en parler maintenant. Donc par exemple, à quel âge mettre des chaussures? Est-ce que c'est vrai qu'on peut attraper un rhume par les pieds? Comment on attrape des verrues aussi? Est-ce que c'est juste en se baladant pieds nus ou autrement? Et comment éviter les petites maladies courantes. Donc comment prendre soin du pied de l'enfant, puis de son pied aussi en tant qu'adulte. Mais ça, quand on a appris à le faire avec les enfants, on sait le faire avec les adultes. Première fiche, oubliée. Aux oubliettes. Oubliettes. Alors, on peut aussi parler de toutes les expressions. Moi, j'aime bien, voilà, avec le pied. C'est le pied, c'est le panard. Voilà, le panard pour, je sais pas si en Québec c'est pareil, dans toute la francophonie c'est pareil. Le panard, c'est le pied en langage très familier. Faire des pieds et des mains, c'est tout faire pour réussir à obtenir ce qu'on veut. De plein pied, c'est en général, on parle de ça quand c'est une maison qui est tout au sol, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'utiliser ses pieds pour monter les escaliers. Voilà, elle est vraiment au sol, il n'y a pas de marche. Aller à pied, c'est marcher pour aller quelque part. Avoir un pied à terre, c'est avoir un endroit où c'est en général une deuxième maison, c'est un endroit où on peut aller loger, ça peut être chez quelqu'un aussi. Ne plus remettre les pieds quelque part. Là, c'est l'inverse. On va plus aller mettre les pieds dans l'endroit qui nous déplaît. Travailler d'arrache-pied, mais c'est donner tout ce qu'on peut pour réussir dans son travail, dans le but qu'on se donne dans ce travail. Être bête comme un pied ou faire quelque chose comme un pied, on considère que le pied est bête. Et vous allez voir que c'est pas si vrai que ça. Être au pied du mur, le pied va où le cœur le mène. Enfin voilà, il y a plein d'expressions comme ça et je trouve ça assez bon. Mais c'est quoi ce pied là? D'où il vient? Qu'est-ce que c'est? On enlève la deuxième petite fiche et je le fais tout tomber. Et on en vient à qu'est-ce que c'est que le pied? Le pied, en fait, c'est une excroissance. Quand on est en petit embryon, quand on grossit dans le ventre de notre maman, on est un petit embryon. Et en fait, il apparaît dès le 43e jour, même peut-être un petit peu avant, alors pas le pied en lui-même, mais le membre inférieur. Et au 55e jour de vie intra-utérine, c'est super tôt quand même, le membre inférieur est complet. C'est-à-dire qu'il y a le genou, alors je ne sais plus s'il y a la hanche, mais il me semble que oui. Il y a le genou, la cheville et donc le pied. Le pied, lui, il est constitué de 26 os. C'est assez important et je suis désolée. Je vous mettrai en photo, je sais pas où, dans les commentaires en dessous.
étant donné que j'ai fait de la pédicurie podologie, je vais y arriver, j'ai un petit os de pied que j'aime utiliser, mais qui devient très fragile puisqu'il commence à s'effriter un petit peu, un vrai os de pied humain. Et c'est hyper important de le voir pour comprendre comment s'organisent toutes les articulations du pied, qui sont hyper complexes, comme celles de la main aussi, et qui sont hyper importantes dans la posture en fait. Donc chez l'embryon, il ne faut pas oublier aussi le pied, comme le reste du corps, il se forme petit à petit. Et c'est important de savoir comment se forme l'embryon pour comprendre pourquoi un enfant peut être hypersensible ou pourquoi quelque chose peut nous toucher alors que c'est ailleurs qu'on a été impacté. Chez l'embryon, il y a 3 petits feuillets, trois tissus de base qui vont se développer conjointement, donc parallèlement et ensemble, et qui vont constituer tout l'organisme. Donc ils vont vraiment se développer à part les uns des autres, donc il y en a 3, et ils vont aussi travailler ensemble, c'est-à-dire qu'ils vont constituer quelque chose ensemble après. Donc le premier, ça s'appelle l'ectoderme, et je suis désolée, mais je regarde ma fiche parce que je me rappelle plus exactement de tout ça. C'est un petit peu loin, puis c'est pas quelque chose dont on parle tous les jours. Je suis pas pédicure podologue et je m'adresse pas à des pédiatres ou des embryologues toute la journée. Donc voilà. Donc le premier, c'est l'ectoderme. C'est celui qui est le plus extérieur, si j'ai bien compris. Donc il va travailler à constituer le système nerveux central, tout ce qui est optique, acoustique, toute la peau, ses annexes, les annexes de la peau, ce sont les ongles, les cheveux, les poils, voilà. Et puis, il va aussi faire les glandes sudoripares, qui sont aussi dans la peau. Les glandes sébacées aussi, c'est ce qui nous fait transpirer pour les sudoripares, et les sébacées, c'est ce qui fait le gras au niveau des cheveux. Ce qui protège en fait, ça fait une petite pellicule de gras autour de la peau, donc c'est une protection supplémentaire. Et puis il va fabriquer aussi les glandes mammaires, la muqueuse de la bouche et l'antéhypophyse. Voilà, donc ça c'est pour savoir et parler de grandes choses. Et puis il va y avoir le deuxième qui va être le mésoderme, et lui il va faire les choses plus en intérieur, donc ça va être tous les corps vertébraux, les côtes. Alors le derme, c'est une partie de la peau, mais qui est vraiment en dessous et accolée aux muscles. Et donc il va faire aussi les muscles, striés, lisses, le système vasculaire, donc les veines, les artères et tout ce qui est système lymphatique. Et puis il va fabriquer les organes génitaux et le cœur. Donc tout ce qui est muscle, c'est lui aussi. Et puis il va y avoir l'endoderme. Et ça, c'est un tube en fait, une espèce de canal qui va aller d'une extrémité à l'autre de l'embryon. Et qui va petit à petit donc se développer aussi, et qui va fabriquer les glandes annexes, le foie, la vésicule biliaire, le pancréas, voilà. Et ce qu'on appelle l'arbre respiratoire, donc c'est pas le système respiratoire, parce qu'il y a autre chose dans le système respiratoire, mais les poumons, les bronches. Alors après, je suis pas une professionnelle de tout ça, je sais pas s'il développe aussi tout le système respiratoire. Je pense que l'ectoderme doit y participer aussi. Voilà, des glandes thyroïdes, parathyroïdes, thyroïde, je vais y arriver, le thymus qui est là et qui nous sert plus quand on est petit que quand on grandit, il va s'atrophier à force qu'on grandit. Et puis, ces 3 tissus, donc l'ectoderme, le mésoderme et l'endoderme, ils vont fabriquer ensemble un autre tissu qui va s'appeler le mésenchyme, et qui est un tissu propre à lui-même, qui va soutenir un peu tout le reste, et qui va fabriquer le tissu conjonctif, le tissu cartilagineux et les os, tout le système osseux. Donc c'est hyper important. Tout ça est interrelié. Donc on ne peut pas parler de peau sans parler de système nerveux. On ne peut pas parler de système nerveux sans parler de muscles, d'os et compagnie. Donc tout est vraiment interrelié et tout est fabriqué en même temps. Et faut pas oublier que au départ il n'y a qu'une cellule.
Donc, une fois qu'il y a eu la fécondation, ça crée une cellule qui va se mettre en 2, et puis en 4, et puis en 6, 8, etc. Même 8, je crois, 4, 8, qui va se développer comme ça. Donc au départ, on n'a qu'une seule et même cellule. Donc, qui va embrayer sur ces 3 tissus, et ces 3 tissus vont en créer un 4e, et tout ça, donc ces 4 tissus vont créer le corps entier, comme il est là, devant vous, comme vous l'avez vu aussi, avec ses particularités et ses avec ses particularités, quoi, et ses manquements des fois aussi, puisque le système génétique est ce qu'il est. Voilà. Une autre feuille d'oubli. Donc voilà, tout est interrelié, c'est vraiment très important dans la suite de ce qu'on va voir pour que vous compreniez bien l'importance du soin du pied. C'est vraiment super important. L'acquisition de la marche, elle va se faire vers les entre 6 et 10 mois. Tout participe à l'acquisition de la marche, même un petit peu avant, puisqu'on va avoir le bébé qui va se retourner. Donc à partir du 4e mois, ça va être, voilà, il va découvrir ses pieds vers le 3e mois, et il va commencer à vraiment s'en servir à partir de ce moment-là aussi. Dès qu'il commence à se retourner, il va comprendre que son pied peut lui servir en appui. Donc c'est important. Et donc ce qui est important, c'est de le laisser jouer de manière à ce que ça se muscle. Donc, je vais reprendre mon petit micro et vous expliquer un truc. C'est que ici, alors, on voit, lui, il a une petite voûte plantaire. Donc, la voûte plantaire, c'est ici. Et normalement, c'est tout plat, un pied de bébé. D'accord? Donc là, comme il fait un truc bizarre avec ses pieds, il n'a pas des pieds qui sont vraiment très naturels, mais vous voyez par contre qu'il a des orteils complètement en éventail. Donc vous imaginez les chaussures, elles n'ont pas du tout cette forme-là. Et c'est bien dommage, mais c'est comme ça. Donc ce petit pied de bébé, qui n'est pas forcément un pied très physiologique sur ce poupon, mais il est tout plat normalement. Donc les pieds plats, c'est normal. La voûte plantaire, elle va se muscler petit à petit au fur et à mesure de l'acquisition de la marche. Donc on va pas s'inquiéter, et avant 6 ans, en général, les professionnels peuvent pas vous prescrire à moins d'avoir un gros souci au niveau plantaire et une maladie avérée du pied ou du membre inférieur, ils ne peuvent pas vous faire de semelle avant les 6 ans normalement. Donc s'il y a un souci au niveau de la marche, ce sera vraiment que autour des 6 ans à peu près qu'on pourra dire si c'est un réel problème ou pas, une fois que la marche est vraiment totalement acquise et que l'enfant a vraiment bien poussé. Donc avant ça, c'est compliqué d'avoir un diagnostic sûr. Bon, ça n'empêche pas d'aller voir un podologue pour être sûr que les membres inférieurs évoluent bien. C'est pas impossible. Et même je recommande quand même d'aller voir. Déjà un ostéo, si vous allez voir régulièrement l'ostéo, il pourra vous le dire. Donc après vous irez voir le podo s'il y a besoin. Mais voilà. Pourquoi c'est si important les pieds? Vous avez bien compris qu'on repose sur nos pieds la plupart du temps, en tout cas en tant qu'adulte. Pour les enfants, c'est autre chose, mais ils vont prendre quand même appui dessus pour pouvoir faire tout le reste. Donc, il est vraiment important en ça. Alors, en dehors du fait que tout est interrelié dans notre corps, il faut comprendre aussi qu'on est relié à tout le reste. Alors, je reviens encore en arrière sur comment est constitué un corps. Il est constitué d'atomes. Ces atomes forment des molécules qui forment elles-mêmes des cellules, qui forment elles-mêmes des tissus, qui forment eux-mêmes des organes, qui eux-mêmes forment ensemble le corps. C'est toute une histoire comme ça. Donc tout est interrelié. On peut pas dire que par exemple, j'ai eu le cas il y a pas longtemps, on a voulu m'enlever l'utérus, j'ai dit non parce que pour moi il sert encore. Je sais pas, mais en tout cas, même s'il a plus d'utilité, pour moi il sert encore. C'est comme quand on enlève les amygdales ou les végétations ou même ça y est, j'ai un mot qui me manque. Au niveau intestinal, l'appendicite, ça y est, c'est de la même manière, quoi. Ça
ça peut servir. Alors c'est pas quelque chose qui est indispensable, mais ça peut servir. Donc voilà, ça a son utilité quand même. Si on nous l'a créé, pour moi, c'est que ça a une utilité. Et de la même manière, ce qui constitue notre environnement va avoir un impact sur nous. Quelles que soient vos croyances. Imaginez que nous sommes faits, imaginez, même croyez, et puis ne me croyez pas, mais allez chercher, allez faire des recherches scientifiques qui montrent bien que notre corps est fait d'énergie, puisque les atomes, c'est tout simplement des électrons qui tournent constamment autour d'un noyau, et dans tous les sens. Voilà. On a les électrons, les protons, donc c'est positif et négatif, donc il y a toute la biochimie derrière, et c'est important de connaître ça quand on veut se soigner quand même. Donc on a de l'énergie en nous, ne serait-ce que la chaleur, c'est de l'énergie, et malgré tout, tout ce que vous touchez ici, c'est fait de molécules qui travaillent, qui ont de l'énergie, les électrons, machin, tout ça, ça tourne tout le temps. Donc on est fait d'énergie. Donc imaginez bien que tout le reste est aussi énergie. Tout le reste. Donc ça a un impact sur nous, et le premier impact que ça a, c'est sur la peau. C'est une barrière, c'est une protection de la peau. Parce que sinon, on perdrait toute notre peau et on se dessécherait de suite, voilà. Et puis, dès qu'on recevrait un coup, et ça abîmerait nos muscles, nos tendons, et tout ça. Donc, c'est vraiment une vraie protection. Et elle est faite elle-même de plusieurs feuillets. Il y a plusieurs couches pour constituer la peau. Et on atteint le derme en tout dernier, et après les muscles. Donc voilà. Donc c'était important que vous sachiez tout ça pour comprendre qu'on va interagir en tant que corps avec notre environnement. Et notre environnement, il est aussi bien, alors il y en a qui disent les forces cosmiques, donc tout ce qui est, je dirais, dans l'air, dans ce qui n'est pas palpable, et tellurique, donc au sol, à la terre. Et ça, on sait bien que la terre engendre du magnétisme, et ne serait-ce que la force de la gravité terrestre est une force en elle-même qui nous assoit, qui nous colle au sol. Sans ça, on flotterait dans les airs comme sur la Lune, voire pire ailleurs. Donc on est soumis à ces forces qu'on a l'habitude de ressentir. Donc pour nous, ce sont plus des forces, mais un petit bébé qui naît, lui, il va vraiment y être soumis tout de suite dès la naissance. Poum, il passe de l'apesanteur du ventre de la maman à la force terrestre avec la gravité qui l'écrase au sol. Donc ça n'est pas du tout la même sensation, et ça c'est dès la naissance. Donc c'est un petit choc quand même un petit peu pour lui. Et notre peau, voilà, elle est en lien direct avec ça. Et donc tout ce qu'elle va agir comme un récepteur et comme un indicateur pour le reste de notre corps, donc pour les organes, les os et tout ça, de manière à ce que tout le reste puisse réagir de la bonne manière. Donc notre cerveau, il va recevoir ces informations par le biais de notre peau et de tous les récepteurs qu'on a, des récepteurs qu'on a au visuel, au niveau de tous nos sens en fait. J'allais dire olfactif en montrant les oreilles, donc olfactif, auditif, gustatif, tous les sens, et proprioceptif. Et donc le cerveau va aller analyser les stimuli qu'on aura eu au niveau de la peau et d'ailleurs. Il va en faire un bilan de tout ce qu'il aura reçu en même temps, et il va envoyer une réponse à ça en quelques microsecondes. Et en fonction, du coup, on va se positionner d'une certaine manière. C'est pareil quand on parle, on a des informations en face et on va réagir en fonction, et dans la posture et dans la parole et tout ça. Enfin, ça va être multidimensionnel. Donc voilà, la peau, elle est en relation directe avec tout le corps. Donc l'importance aussi dans le pied, vous comprenez bien qu'on marche, et donc quand on marche, on a des informations qui nous arrivent en marchant. Et tout le reste du corps va travailler dans le sens de l'équilibre, pour nous rééquilibrer. Quand on perd l'équilibre, notre corps, il fait des gestes qu'on ne contrôle pas, ce sont des réflexes innés, pour éviter de chuter.
normalement, si tout va bien. Et donc voilà, donc tout est en lien. On peut pas dire que voilà. Et le pied, c'est quand même celui qui nous soutient et nous transporte. Donc s'il n'est pas pris en compte au quotidien et de manière régulière, il peut entraîner des troubles et des troubles très très graves. Donc ça peut aller jusqu'au handicap, ça peut même aller des fois jusqu'à vous faire couper le pied si vous êtes si vous avez des maladies assez graves comme les diabétiques notamment. Ça, c'est une coupure, mais même n'importe où, peut entraîner une infection généralisée ou une hyper-infection de la zone. Donc, c'est un petit peu dommage. Donc, mais au-delà de ça, ça peut entraîner des troubles. Donc, les premiers, ça va être postural. Le premier trouble va être postural, c'est-à-dire que pour éviter la douleur au pied, on va compenser en prenant une mauvaise position. Et cette mauvaise position, elle va avoir un impact sur tout le reste du corps, puisque quand on est debout, ça va agir sur les genoux, puis sur la hanche, puis sur notre colonne vertébrale, et pourquoi pas sur nos organes internes. Et tout ce qui joue sur les os, vous l'avez bien compris, et sur le reste du corps, comme tout est relié, peut y avoir des implications au niveau des dents, au niveau des yeux, au niveau de plein de choses. Et c'est assez hallucinant. Mais c'est comme ça, et ça a été prouvé scientifiquement. Donc voilà, j'ai un merveilleux bouquin qui est hyper riche. Donc je ne sais pas si vous l'avez à l'endroit. Donc Jean-Pierre Krasinski, massage et réflexe des pieds. Et puis moi j'ai manuel pratique de podoréflexologie plantaire pour mieux vivre et guérir certains maux. Et de par ma formation initiale, j'ai bien compris, et je dirais même mes formations initiales, j'ai vraiment bien compris l'importance flagrante des pieds dans tout le reste. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo, pour vous sensibiliser à tout ça, et que on puisse changer les choses un petit peu de ce côté-là, et avoir un autre regard sur le pied de l'enfant notamment, mais aussi sur le pied de l'adulte, et changer un petit peu nos comportements habituels. Donc, ces troubles posturaux, puisque j'en étais là, sont une adaptation pour éviter la douleur au niveau de base du pied. Ce qui est embêtant parce que du coup, on va compenser et mal compenser. Donc, on peut se tenir comme ça. Enfin voilà, on va avoir plein de comportements. On va coincer des nerfs qu'il faudrait pas coincer, et ça va entraîner plein de choses. Et ça peut entraîner un handicap qui soit réduit dans le temps ou à vie. Mais ce handicap-là, il peut avoir aussi des impacts sociaux. Donc c'est vraiment super important de le savoir, parce que quand vous avez mal quelque part, peut-être qu'il y a juste un petit truc à faire, et tout bête, et peut-être investir un peu d'argent, parce qu'en effet la réflexologie plantaire et les podologues sont pas forcément toujours remboursés comme il faudrait. Mais qu'est-ce qui vaut mieux? Continuer à avoir mal et être complètement handicapé et perdre son emploi, ne plus avoir envie de sortir tellement on a mal, ou payer 60 € une fois de temps en temps, ou même 30 €, je sais pas les tarifs qui se pratiquent, pour être débarrassé de ce mal. Il faut réfléchir un petit peu. Voilà. Des fois, il vaut mieux investir, même quand on n'a pas l'argent, on peut le trouver, hein. Économiser sur les cigarettes, sur le café du matin, sur un tout petit plaisir, sur un abonnement téléphonique, ou sur un abonnement télé ou autre. Enfin voilà, on peut arriver à trouver quelques euros quand même dans sa besace, pour arriver à traiter des troubles qui sont vraiment problématiques, et surtout en France, où on a quand même un système de santé hyper efficace, donc hyper efficace au niveau remboursement. Voilà, donc ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Les podologues sont remboursés sous certaines conditions, donc ça j'ai pas fini mes études de pédicure et podologie, donc je pourrais plus vous dire que les choses changent, mais en tout cas pour les semelles des enfants, c'est remboursé complètement, donc allez-y, et surtout si vous avez une mutuelle. Donc oui, ces problèmes sociaux, ça peut être financier,
On peut avoir tellement mal qu'on finit en handicap vraiment. Et je peux vous assurer que pour l'avoir vécu, avoir des tendinites, alors pas forcément au pied, hein, mais au dos, donc ça pouvait venir aussi de ma posture, mais bon, j'ai fait vérifier, c'était pas ça. Moi, j'ai eu une chute de cheval qui m'a handicapée au niveau du dos et qui m'handicape encore pas mal en ce moment. C'est revenu en fait, et c'est un manque de musculation, donc faut s'y remettre. Et donc si on traîne, ça peut aller vraiment très loin et nous handicaper à vie. Par exemple, pour mon dos, si je me muscle pas, que je laisse traîner et que je prends des mauvaises positions, ça va abîmer les disques intervertébraux, ça va abîmer les os en eux-mêmes, ça peut abîmer les articulations ailleurs, et du coup, ça peut entraîner des problèmes à vie des articulations. C'est un petit peu dommage. Voilà, de continuer sa vie comme ça. Et autant la commencer quand on est parent de jeunes enfants, autant leur faire commencer leur vie bien en leur apprenant à se tenir, à se maintenir et en les laissant se servir de leurs pieds. Je vais en parler juste après dans 2 minutes. Donc voilà, ça peut atterrir jusqu'à perdre son emploi ou ne plus pouvoir y aller et être en arrêt de travail pendant très longtemps. C'est problématique vraiment. Et ça peut entraîner, j'ai tellement mal que je peux plus sortir. Et puis quand on est en arrêt de travail, en général, voilà, on sort pas trop. Voilà, donc voilà, qu'est-ce qu'est le pied, c'est un peu tout ça, et c'est important de le savoir pour pouvoir prendre soin de soi. La cartographie du corps sur le pied, on va avoir, je reprends mon petit coupon. On va avoir par exemple ici tout ce qui est digestif. Ici, on va avoir tout ce qui est le dos. Alors, je vous le dis de manière mais très succincte et grossière, parce que c'est beaucoup plus précis que ça. Et ici, on va avoir tout ce qui est la tête, et je crois qu'il y a des articulations aussi, les yeux. Et les migraines et la tête, les yeux, sont dans les orteils, dans chaque pulpe d'orteil. Donc là, on a tout ce qui est digestif. C'est par exemple, moi je l'expérimentais énormément avec les personnes qui étaient autour de moi, parce que ce livre, en fait, je me le suis acheté quand j'étais en pédicure podologie, et ça m'intéressait vraiment d'avoir ça en complément après mon diplôme, que je n'ai jamais eu, mais bon voilà, pour traiter les gens. Et j'adore masser en fait. Et donc, quand on masse ici dans le sens des aiguilles d'une montre, ça permet de libérer au niveau intestinal, voilà, les selles, et d'accélérer en fait le transit quand il est un petit peu difficile, lent, ou voilà. Et là, quand on a mal au dos, a priori, ça ferait du bien. Je ne suis pas réflexologue, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et il n'y a pas que dans les pieds qu'on peut agir, il y a dans les mains, il y a les mêmes zones réflexes, donc avec les doigts et compagnie. Il y a dans les oreilles, les mêmes, on retrouve le corps dans les oreilles. Il y a l'auriculothérapie qui existe, comme la réflexologie plantaire. Il y a la réflexologie, je sais pas comment on dirait, palmaire, plantaire, palmaire, et tout le reste de la peau, sur toute la peau, toutes les zones de la peau sont réflexes par rapport au corps. Il y a l'acupuncture, il y a plein d'autres types de réflexologie qui peuvent vous aider à aller mieux, et qui peuvent aussi débloquer des choses chez les enfants, chez les tout petits, des problèmes de comportement, des problèmes de douleur qu'on ne comprend pas, enfin voilà. Et les réflexologues sont vraiment super en général à l'écoute de tout ça. Donc on va passer maintenant à comment prendre soin de soi. J'espère que je suis assez claire et que c'est assez intéressant. Par la suite, donc, comment prendre soin des pieds de son bébé. Donc, je reprends ma petite fiche, parce que je n'ai pas appris ça par cœur, et j'ai pas de prompteur, parce que j'aime pas ça. Et j'avais envie de vous dire que c'est assez naturel, en fait, de prendre soin des pieds de son enfant. En fait, il n'y a rien d'extraordinaire à faire que de le laisser pieds nus. Parce qu'on vous dit souvent, mettez des chaussures très costauds, voilà, il faut surtout qu'elles montent vachement haut sur la cheville, tout ça, et puis
c'est du flan. Et les gens qui disent ça, mais ils n'ont pas fait d'études sur la posturologie, sur le pied en lui-même. Ils ont pas de, ils ont fait des études, mais pas assez poussées. Moi, j'ai fait 2 ans sur le pied. Je n'ai travaillé que sur le pied pendant 2 ans. Donc, à la limite, s'il y a des généralistes, je pourrais leur en apprendre, je pense. Voilà. Alors, je vais pas dire ça, mais bon, c'est possible. Donc c'est assez facile de prendre soin des pieds de son enfant. Donc, tout bêtement, hein, le laisser pieds nus. Un maximum de temps, le plus souvent possible, surtout quand il n'a pas besoin de marcher, à l'extérieur. Dans la poussette, il peut être pieds nus. S'il est en porte-bébé, il peut être pieds nus. Voilà, les chaussures, c'est vraiment fait pour marcher, c'est pas fait pour autre chose. Après, oui, pour avoir vraiment chaud, si vous êtes dans un univers où c'est ultra froid, oui, là, d'accord. Hein, au Québec, en hiver, j'imagine qu'il y a moins 20, voire moins, je sais pas combien il fait là-bas. Ça peut être problématique d'avoir les petits orteils à l'air, mais j'ai déjà vu des bébés pieds nus, alors portés, hein, en Angleterre, en plein mois de octobre-novembre. Et ils avaient pas plus froid que ça. Donc, il faut juste, voilà, adapter par rapport à ce que fait l'enfant, aux activités de l'enfant. Après, il faudra sécuriser forcément le sol où il évolue. On est bien d'accord qu'il faut qu'il soit propre. Donc, on va pas faire non plus le ménage tous les jours, mais on va éviter les choses qui cassent dans cet espace-là où on lui permet de marcher pieds nus. Et puis, on va essayer de nettoyer. Alors, la poussière, oui, mais pas que, avec la serpillière, et pas la serpillière qui n'a jamais été lavée. Voilà. Pour éviter les bactéries. Parce qu'on dit souvent, ça c'est une des idées reçues, justement, que les pieds sont très sales. Et en fait, ils sont moins sales que nos mains. Quand ils sont dans les chaussettes ou dans les chaussures, vous imaginez bien qu'il y a quasiment pas de bactéries qui vont dessus. Des bactéries étrangères. Il n'y a que les nôtres. Alors que les mains, elles touchent tout et partout et elles sont beaucoup plus sales que nos pieds. Donc voilà. À bon entendeur, voilà. Et surtout les pieds d'un tout petit, en général, c'est vraiment pas très sale. Après, il faudra forcément les lui laver au quotidien. Ça, les pieds, ça se lave tous les jours. C'est comme le reste, comme on l'utilise assez fréquemment, les parties génitales, les dessous de bras, enfin quand on est un peu plus grand en tout cas, c'est des choses qui se lavent un petit peu au quotidien quand même. Quand on change l'enfant, en fait, on lui nettoie les parties génitales systématiquement, donc on n'a pas besoin de refaire de bain ou de choses comme ça à chaque fois. Mais s'il marche et voilà, s'il a marché à l'extérieur, c'est bien quand même de lui nettoyer un petit peu les pieds, même si vous lui faites pas de bain. Attention au séchage aussi, à bien les sécher, mais s'ils restent à l'air, ils vont sécher assez naturellement. Pour couper les ongles aussi, moi je vous recommande les coupe-ongles, pas les ciseaux, des coupe-ongles. Les coupe-ongles qui s'utilisent comme ça, c'est beaucoup plus facile. Je vous proposerai une petite formation pour des les petits soins au quotidien pour savoir comment faire sans vous prendre la tête et sans développer de pleurs de l'enfant. Il y a une partie qui est déjà d'ailleurs dans ma formation portage, parents libérés. Donc si vous y souscrivez, vous aurez une très grosse partie des soins pour l'enfant. Après, il y a le choix des chaussures. Le choix des chaussures, quand on vous dit qu'il faut que ce soit très rigide et compagnie, imaginez bien que le bébé, l'enfant, le tout petit, il va marcher avec, donc il faut qu'il puisse dérouler le pas. Et comment on peut dérouler le pas si c'est pas assez souple pour faire ça? On a 26 os, donc imaginez que tous les os, et là j'ai pas les os adaptés, hein, j'ai pas un pied là, c'est une main. Donc tous les os doivent pouvoir aider à la marche et à l'équilibre. Si on l'enferme dans un truc complètement rigide, style sabot, ça va pas aider. Donc on aura des troubles de la posture après. Donc c'est possible, c'est pas obligé, mais c'est quand même pas aidant. Donc il faut vraiment que ce soit souple pour aider à ça. Et la cheville, elle se muscle petit à petit. Donc l'enfant, il va pouvoir se tenir debout quand sa cheville sera musclée. Donc laissez-lui les pieds nus, laissez-le évoluer et se muscler naturellement en étant au sol et en ayant, comme je vous l'ai dit, toutes les informations du sol
directement sur sa peau. C'est aussi efficace que les mains. On peut sentir, on peut savoir si c'est rugueux, lisse avec les pieds. On peut arriver à attraper des stylos. Il y a des gens qui peignent avec leurs pieds. Donc un pied, si on le laisse faire, il va être hyper efficace, il va être hyper agile. Mais il faut le laisser faire. Et ça, les bébés, ils savent. C'est inscrit en eux. C'est dans le code génétique, c'est leur programme. Par contre, si on leur met une chaussure dessus, on va arrêter ce programme. On va pas pouvoir le laisser évoluer comme il faut. C'est un petit peu dommage de mettre encore une barrière. Alors, on a la peau en barrière. La peau, elle suffit. S'il n'y a pas de risque au sol, tout va bien, quoi. On peut le laisser évoluer. Et même dans le sable, même dans l'herbe, c'est un plaisir total. Essayez-vous, quoi. Et aussi, il y a des gens qui ne supportent pas, hein, mais je pense que ces personnes-là, essayez de voir dans votre enfance comment on vous a élevé, comment vous avez pu, comment on a pris soin de vos pieds, est-ce qu'on vous les a touchés souvent, est-ce que vous étiez souvent au sol, voilà, ça peut jouer. Je dis pas que c'est forcément dû à ça, mais ça peut jouer que avoir eu les pieds tout le temps enfermés devienne une agression quand on touche le pied, quand il est pieds nus. Ça n'est pas une sensation habituelle et donc le cerveau envoie comment ça s'appelle, une alerte, quoi. C'est pas agréable pour lui, c'est pas quelque chose de connu, donc il n'a pas assimilé ça à quelque chose d'agréable. Donc voilà, pour les chaussures, voilà, hein, il faut qu'il puisse prendre appui, être à l'aise dedans, voilà. Et si possible que à l'extérieur, essayez de lui enlever les chaussures dès que possible. À la limite, vous lui laissez une chaussette, notamment pour les chaussons, parce que je comprends bien qu'en hiver, il puisse faire froid, et donc les pieds bleuissent, et c'est pas agréable non plus d'avoir froid aux pieds. Donc si vous avez un enfant qui est plutôt très gelé, un peu comme moi, et ben moi je suis tout le temps en chaussettes. Et j'avoue, je suis aussi très souvent pieds nus. Quitte à avoir froid aux pieds, mais j'ai besoin d'être pieds nus à un moment donné, vraiment pieds nus. J'ai l'impression même, petite confidence, je vais me faire passer pour une folle, j'ai l'impression de respirer par les pieds des fois. Donc quand je dors, et ben il faut qu'il respire. Et j'ai l'impression d'étouffer des fois dans des chaussures ou dans des chaussettes. C'est comme ça. Donc voilà, voilà. Et privilégier donc les chaussons chaussettes en hiver. Et puis il faut amener l'enfant à utiliser son pied un maximum. Vous allez voir que ça va lui permettre de faire des connexions neuronales vachement poussées et d'avoir un équilibre encore plus fort, parce que il saura traiter ces informations-là. Il aura appris à le faire tout petit, et quand c'est la période sensible pour le faire. Période sensible, c'est les périodes où on est programmé pour apprendre quelque chose. Donc, on est programmé pour apprendre l'équilibre quand on apprend la marche. Voilà. Donc, à ce moment-là, c'est la période sensible de la marche, et on laisse l'enfant faire un maximum avec ce qu'il a naturellement. On n'est pas né avec des chaussures, donc on n'en a pas besoin. Voilà. Et après, on en a besoin quand l'homme a trop envahi les choses et que on est en ville, dans un supermarché. Voilà. Là, oui, on a besoin de chaussures. Mais si possible, qui reprennent un maximum le pied. Vous pouvez les faire marcher en chaussons de cuir souple. Ça suffit largement, c'est du cuir, donc ça fait une protection. L'enfant, il aura vachement de sensations au sol, il sera pas du tout contraint au niveau des orteils, et ça n'engendrera pas de malposition des orteils après. Parce que les orteils sont très élargis quand on est, et puis on se rend compte qu'à force de mettre des chaussures, forcément, on prend la forme un petit peu des chaussures qu'on a. Et vous voyez, souvent, les femmes, elles ont des espèces d'oignons, machin, tout ça, c'est et génétique et dû aux chaussures. Donc si on oublie ça, on a les pieds qui s'élargissent un petit peu à l'avant. Alors c'est peut-être pas très sexy pour les femmes, mais c'est comme ça, c'est la nature qui est comme ça. Moi, je mets quand même beaucoup de talons, alors pas de talons aiguilles, mais des talons quand même, assez fins, et jamais je prends des chaussures qui soient super pointues aussi. C'est pour plus tard, après, quand vous êtes adulte aussi. Comment on fait pour éviter les verrues? Les verrues, elles viennent d'où? Comment elles se développent? Alors les verrues, pour en avoir, déjà, on peut avoir le virus en soi. C'est un virus. Donc en soi, à partir du moment où on se le chope, il pourra revenir quand il voudra. Et en général, les verrues, ça s'exprime souvent
dans un état de stress plus ou moins intense, en tout cas dans un état de stress. Et le corps, là, il dit quelque chose. Il faut écouter aussi son corps. Donc les maladies, elles n'arrivent pas pour rien. Il faut bien comprendre que c'est lié avec tout ce qu'on vit et le corps nous parle. Il faut bien l'écouter. Et donc les verrues, souvent c'est ça. C'est quelque chose qu'on vit de stressant et dont on n'a pas conscience. Donc ben voilà, on a des verrues. Moi j'en ai eu de 8 ans à 25 ans, je crois. Et même en pédicure podologie, j'arrivais pas à m'en débarrasser. C'était impossible. J'ai fait appel à un magnétiseur pour m'en débarrasser. Imaginez le truc. Et il m'a débarrassé de toutes mes verrues. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui peuvent atterrir ailleurs. Le cancer du col de l'utérus, c'est une sorte de verrue. Et voilà, on peut aussi s'en débarrasser. Donc, les verrues, à partir du moment où vous avez le virus, bah, vous risquez de développer de toute façon une verrue quelque part. Mais sinon, comment ça s'attrape quand on ne l'a pas? Ben, c'est souvent à la piscine ou dans les endroits chauds et humides. Donc, les petites pataugeoires ou autour de la piscine, c'est là où vous risquez de l'attraper. Dedans la piscine, non. Mais aux alentours, oui. Parce que les gens auront eu des micro-coupures, qu'ils auront mis du coup leur sang ou leur... voilà, ils auront touché avec la verrue, donc j'imagine que ça s'essème un petit peu. À part le sang, moi j'ai un peu du mal, mais voilà, qu'ils auront mis leurs bactéries et leur virus sur le sol. Et vous allez marcher. Si vous avez aussi une petite micro-coupure, ça suffira à faire entrer le virus. Et voilà. Et donc pour éviter ça, on peut mettre des petits chaussons de natation qui sont hyper souples et enfin franchement c'est hyper agréable. Alors c'est un petit peu délicat parce qu'à chaque fois il faut en acheter un d'une taille nouvelle pour l'enfant, mais voilà, puis ça risque de se perdre quand on est dans la boue, quoi. Mais bon, ça peut, c'est vraiment très pratique à la piscine quand même pour éviter de se choper ces maladies-là à cet endroit-là. Donc ça peut aussi être au niveau de la douche. Il faut bien, si vous avez des verrues, peut-être désinfecter de temps en temps quand même le parterre de la douche pour que vous ne les transmettiez pas aux autres personnes de la famille. Est-ce qu'on peut attraper un rhume par les pieds? Pour moi, c'est vraiment une idée reçue totale. Je pense que si on sait s'écouter, si on écoute son corps et ce qu'il nous dit, on est capable de savoir si on a froid ou pas. Donc c'est dans le corps en général. On peut avoir froid ailleurs et pas du tout aux pieds. Donc on se couvre. Et puis les pieds, s'il y a besoin de les couvrir, on les couvre. On sent si on a froid ou pas aux pieds. Donc laissez votre enfant aussi vous dire et décider s'il a froid ou pas. Et peut-être, si vous voyez vous que votre enfant, en effet, il attrape souvent assez froid, peut-être quand il est pieds nus, ça peut être possible. C'est peut-être qu'il se couvre pas assez, qu'il faudrait qu'il s'écoute. Donc il faut l'amener à s'écouter. Mais attraper les rhumes par le pied, surtout en plein été, excusez-moi, mais bon, il n'y a vraiment pas de lien de cause à effet pour moi, c'est pas scientifique. Enfin voilà, j'ai fini avec mes petits petons. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous là, dans la vidéo. Je vous propose de cliquer sur le lien sous la vidéo pour en savoir plus encore si vous avez besoin de mieux prendre soin des pieds de votre enfant. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment faire, mais il faudra s'inscrire pour ça, pour aller la voir. Donc je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Prenez votre pied tout le temps, dès que c'est possible, et expérimentez un maximum. Vous-même, faites le singe avec vos enfants, essayez de choper des trucs par terre, amusez-vous, reconnectez-vous à la terre, au naturel. Enfin voilà, servez-vous de ce que vous avez pour vous sentir bien et ce qui est à la portée de tous, ça coûte rien de se servir de ses pieds pour juste aller marcher dans le sable, dans l'herbe, dans l'eau, et ça c'est des sensations qui nous procurent du bien-être, donc des endorphines et qui nous font sentir super bien, c'est super cool. Je vous laisse, je vous dis à très 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 bientôt, j'espère. Normalement il y en a une très bientôt qui va sortir d'autres vidéos,
Et cliquez sur le lien en dessous pour me contacter. Laissez votre commentaire aussi sous la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. La dernière feuille est partie. Ciao.